Bonjour à tous, bienvenue à cet nouvel épisode de Radio Conso saison 2. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler du Disclosure Management pour la publication des états financiers, extra-financiers, un sujet qui est intimement lié au sujet consolidation statutaire. Je suis Lan Ngo, donc Solution Architect, directeur de CCH Tagetik Europe de l'Ouest. Et je suis accompagnée par Anne. Oui, bonjour à tous. Je suis Anne Massé, je suis la directrice avant-vente de CCH Tagetik France. Alors CCH Tagetik, qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaissent pas encore? Nous sommes le leader de la division Corporate Performance Management et ESG du groupe Wolters Kluwer. Wolters Kluwer, c'est un groupe qui a plus de 180 ans d'existence, qui opère dans près de 180 pays, auprès de plus de 2000 clients. Wolters Kluwer est un groupe qui est coté à l'Eurostoxx 50, donc les 50 plus grosses capitalisations boursières européennes. Et au sein de Wolters Kluwer Tagetik, nous sommes régulièrement leaders de tous les classements type Gartner, BARC. Et nous proposons donc des solutions de consolidation statutaire, bien sûr, de consolidation de management, de reporting réglementaire et d'élaboration budgétaire et de planification financière. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accompagnés par Stéphane Plat du cabinet Viséo. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cet accueil. Donc Stéphane Plat, je fais de l'EPM depuis plus de 20 ans et de l'EPM sur Tagetik depuis presque plus de 10 ans. Je suis aujourd'hui directeur de programme consolidation et FP&A au cabinet Viséo. Donc Viséo, c'est qui? C'est quoi? Viséo, c'est un cabinet de 3000 personnes dans le monde. Presque 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 20% de nos activités est centrée sur la transformation finance. Donc autour des métiers de la consolidation, du reporting, du FP&A, de la trésorerie, des taxes et de la CSRD, tous les sujets sur lesquels évidemment Tagetik est très bien positionné. Stéphane, on est vraiment ravis de t'accueillir. Donc en fait aujourd'hui, notre sujet, ça va être le disclosure management, qui est effectivement la dernière étape, mais une étape essentielle des process de consolidation financière. Donc pour remettre un peu le sujet dans le contexte, comment tu vois un peu les choses justement actuellement par rapport à cette publication et déjà la partie externe en fait, tout ce qui est publication externe des comptes? Alors effectivement, la publication externe des comptes, c'est finalement ce qui devient non pas seulement les comptes consolidés, mais le document de référence, ou URD. Et c'est un document qui, en 20 ans, on l'a vu grossir. Il était déjà, il y a 20 ans, il faisait déjà plus de 300 pages. Mais aujourd'hui, ça continue de grossir. Et il y a un vrai enjeu d'automatisation de ce document. Pourquoi? Parce qu'un document de référence, il y a beaucoup de texte. Mais il y a aussi beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux, beaucoup de graphiques. Et il suffit qu'on change un chiffre à un endroit, et il faut aller le modifier à un certain nombre d'autres. Et effectivement, pouvoir automatiser toute cette partie, ça sécurise la qualité de l'information financière, et ça gagne beaucoup de temps à l'équipe publication. D'autant plus qu'elle est sur un terme très serré, puisque la consolidation, c'est fait dans un temps serré, et ensuite il faut publier sur le marché, et puis il faut publier les documents de référence. Donc tout ça va se faire sur un timer, et donc avoir tout un outil qui permet d'accélérer drastiquement le processus est un atout non négligeable. Est-ce que en dehors, au-delà de la publication en externe, il y a aussi, est-ce que les entreprises ont aussi des besoins de publication en interne, ou est-ce que tu constates ces besoins-là également? Alors effectivement, au-delà de la publication externe, on se rend compte que en entreprise, tout le monde fait des slides qu'on présente au management dans les différentes business reviews à tous les niveaux de l'organisation. Et effectivement, en tout cas, une partie de ces slides des business reviews sont basés sur les chiffres qui viennent de l'outil de consolidation, puisque le but c'est qu'on parle tous à peu près la même langue. Et effectivement, sur tous ces éléments communs, on constate là encore énormément de copier-coller, de chronophages, de chiffres qui sont divergents entre aux différents niveaux de l'organisation, parce qu'on n'a pas d'outils communs. Et effectivement, autant on a constaté que sur le marché de la communication externe, au vu de la criticité du processus, on est quand même relativement bien équipé, même si les solutions sont pas toujours de première jeunesse. Par contre, sur ce marché de la communication interne, l'exercice,
ce n'est que très partiellement couvert aujourd'hui. D'accord. Alors justement, Stéphane, tu viens de nous parler un peu des outils en nous disant les entreprises sont équipées, parfois ce sont des outils anciens, parfois elles sont pas équipées du tout. Il paraît évident qu'il faut un outil pour faire tout ce travail de publication externe ou interne. Qu'est-ce que tu vois, en fait, toi qui as l'habitude de mettre en place ce type de solution, qu'est-ce que tu vois comme fonctionnalités qui sont vraiment indispensables pour un bon outil de disclosure management ? Alors on va effectivement rentrer forcément dans un mode un peu liste, parce que Ouais. l'exercice est un peu ingrat, mais malheureusement, je pense qu'il est important de relister les éléments qui sont nécessaires. Tout d'abord, le mieux, c'est quand même d'avoir un outil qui est directement intégré à votre outil de consolidation. Parce que s'il faut transférer les données de la consolidation vers un autre outil, ça génère un certain nombre de process IT, des délais, et comme on se l'est dit, le temps est très précieux dans cette période de publication. Donc, le grand plus d'être unifié avec l'outil de consolidation. Ensuite, et ça, c'est lié à l'inflation de la taille des plaquettes qu'on a rencontrées ces dernières années. Je pense que le dernier exemple, c'est l'ESG et la CSRD. C'est que, il faut des données financières. Ça, on était habitué, les données de conso. Ensuite, on a été habitué aux données du contrôle de gestion. Et de plus en plus, on ajoute des données extra-financières. Donc voilà, il faut être en plus capable de collecter des données qui viennent d'un peu partout. Alors, sur ce point-là, donc, on est d'accord que c'est intéressant d'avoir une plateforme unifiée, du coup, sur laquelle le disclosure se connecte, où il y a à la fois les données financières et extra-financières. Alors effectivement, il y a tout l'intérêt de cette plateforme unifiée, d'autant plus que si vous devez attendre une demi-heure le rafraîchissement depuis votre outil de conso pour voir vos tableaux à jour, mettre à jour votre narratif, dans ces périodes-là, c'est à la fois du temps perdu par les opérationnels et c'est parfois des délais qu'on a du mal à respecter. Alors, en pratique, comme c'est la communication financière, on finit par y arriver, mais dans des conditions qui sont pas très agréables, dans des conditions de travail qui sont pas très agréables. Donc ensuite, finalement, on a parlé de conditions de travail, on a parlé une plaquette. Quand vous êtes un grand groupe coté, vous le faites pas tout seul, vous le faites avec plein d'interlocuteurs. Évidemment, il y a quelqu'un qui est en charge du PNL, mais il y a aussi la note sur les taxes qui va être faite par la personne qui est en charge des impôts différés, puis la note sur le working capital qui va être faite par quelqu'un d'autre, et donc vous avez beaucoup d'interlocuteurs sur cette plaquette. Et là, on rentre dans les sujets de workflow de travail, de workflow de validation, de mise en place de sécurité. Toutes ces fonctionnalités qui permettent de travailler ensemble autour d'un même document et qui sont nécessaires pour arriver à organiser les travaux en temps et en heure. Donc effectivement, là, on vient de voir déjà pas mal de fonctionnalités qui sont vraiment importantes. Après, j'avais en tête aussi le fait que il faut publier parfois les plaquettes sous des formats spécifiques, qui sont des formats qui sont attendus par le régulateur. Et le format ESEF, par exemple, pour tout ce qui est financier. Donc ça, c'est quelque chose que tu vois régulièrement. Les entreprises ont besoin d'un outil qui va jusque-là. Alors effectivement, de manière générale, on se retrouve à travailler avec plein d'outils quand on fait une plaquette. On a déjà au départ la matière première, ce sont en général sur nos documents Word, sur nos documents PowerPoint, dans lequel on va mettre nos fameux tableaux Excel. D'où, je pense qu'aujourd'hui, pour faire ça, on a un outil qui s'appelle SharePoint, qui est très utilisé. Et donc effectivement, une intégration naturelle avec SharePoint, c'est pas toujours le cas, mais ça serait vraiment utile, puisque SharePoint est aujourd'hui l'outil des organisations, de la plupart des grandes organisations, surtout à la direction financière qui est très attachée à Office. Ensuite, effectivement, donc ça c'est comment nous on organise le travail interne. Ensuite, pour le régulateur, depuis quelques années, on a des formats spécifiques. Donc effectivement, il y a ce fameux reporting ESEF qui inclut du tagging, de la publication au format XBRL, et ensuite une fois que ce fichier avec un tagging XBRL produit au format XML, il faut le mettre sur le portail du régulateur, il faut passer tous les checks qui vont bien. Donc voilà, donc on a un vrai enjeu technique et technologique autour de ça. Et effectivement, pour les gens qui produisent cette plaquette, on se retrouve avec des enjeux techniques, alors qu'en fait, nous, on travaille sur des chiffres. Donc vraiment, avoir un outil qui fluidifie ça, c'est très important. Donc on vient de voir qu'effectivement, l'intégration avec Office est très importante. On vient de voir qu'il faut des outils pour communiquer avec le marché, notamment autour de la taxonomie, du XBRL et du format XML. Mais il y a une troisième partie prenante, ce sont les agences de communication, puisque elles sont extrêmement impliquées sur le document de référence, parce qu'il faut, dans des logiciels spécifiques, faire une mise en page extrêmement jolie, extrêmement léchée. Et aujourd'hui, ça faisait partie de cette course contre la montre, c'est à un moment donné, on envoie le document Word, et ensuite,
il est remis en forme par les agences de communication et ça rajoute du délai. Et donc, effectivement, avoir un outil avec lequel on interface et qui n'est pas Word, mais qui est un outil utilisé par les agences de communication, a encore plus d'intérêt puisque ça permet d'aligner tout le monde tout au long de la chaîne et éviter tous ces délais qu'on rencontre aujourd'hui. Je dois recopier les données de mon outil de conso dans un outil de disclosure management dédié. Ensuite, je dois moi faire mon travail. Ensuite, je dois l'envoyer aux agences de com. Je dois le mettre au format XBRL. Effectivement, plus on enlève les goulots d'étranglement, plus on pourra être efficace sur ce processus. Et alors, qu'est-ce que tu penserais, Stéphane, si en plus l'outil comprenait un peu d'intelligence artificielle pour générer, par exemple, le narratif qui va avec les chiffres ? Alors effectivement, c'est la petite cerise sur le gâteau. On sait que dans un document de référence, il y a beaucoup de texte. Alors il y en a une partie qu'on a réutilisée de l'année dernière. Il y a une partie qui est assez classique, mais parfois on fait des commentaires du type ça varie parce que ça a varié. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. Et effectivement, d'avoir une intelligence artificielle qui nous prépare le narratif en faisant un mélange entre ce qu'elle a trouvé dans les publications des X dernières années, plus un commentaire un peu classique et nous préparer la phrase, qu'il faudra bien évidemment revoir. Hein. On sait que l'intelligence artificielle sur ce genre de sujet va être bonne à 70-80%. Mais d'avoir tout un travail de préparation du narratif va nous gagner beaucoup de temps à l'initialisation. Alors effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que tu viens de nous décrire un peu toutes les fonctionnalités que t'attendent d'un outil. Et justement, ce que nous allons voir ensemble maintenant, c'est une petite démonstration du Novo Disclosure Management de CCH Tagetik, qui vient de sortir au mois d'août 2024, et qui comprend même de l'intelligence artificielle avec le copilote de Microsoft. Donc nous allons voir ça tout de suite ensemble. Avec notre nouveau Intelligent Disclosure, retrouvez la dernière version de vos données validées automatiquement rafraîchies dans toutes vos présentations. Vous pourrez insérer des objets de type tableau, graphe, texte, montant à partir de plusieurs bases Tagetik simultanément ou à partir de données externes. Vous allez pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de Microsoft Office 365 avec le partage de données, la collaboration, la gestion du versionning et des historiques, la possibilité d'intégrer des commentaires et de faire la review de votre document, l'auto-saving, et donc un change management facilité pour vos utilisateurs qui sont déjà familiers avec l'utilisation de toutes ces fonctionnalités de Office 365. Vous allez pouvoir également bénéficier d'un outil collaboratif. Vous aurez la possibilité de partager des documents avec d'autres utilisateurs en partageant en même temps des commentaires et en bénéficiant des fonctionnalités d'IA embarquées pour générer par exemple un résumé du document que vous allez partager avec un autre collaborateur. Vous allez ensuite pouvoir assigner des tâches à ce collaborateur, vous allez pouvoir partager des commentaires avec cette personne et vous allez pouvoir donc travailler d'une façon totalement collaborative sur le document. Vous pourrez également le partager en plusieurs chapitres en fonction des droits utilisateurs afin que chacun travaille sur sa partie. Bénéficiez également de toutes les fonctionnalités d'audit. En effet, vos documents financiers et extra-financiers doivent pouvoir être audités. Vous voyez ici que vous allez pouvoir bénéficier du Change Tracker pour pouvoir visualiser toutes les modifications apportées. Vous pouvez également utiliser le versionning et les versions historisées, comparer des versions entre elles, comme vous le voyez à l'écran, et choisir par exemple de restaurer une des versions qui a été enregistrée afin de récupérer une ancienne version. Vous allez pouvoir également bénéficier des fonctionnalités d'IA embarquées dans Microsoft Word avec le Copilot de Microsoft. Vous voyez ici que le Copilot peut vous générer des commentaires, peut également traduire des parties du document, peut vous générer, si vous le souhaitez, des en-têtes de chapitres. Vous allez donc pouvoir bénéficier de toutes ces fonctionnalités d'IA pour vous permettre de générer un narratif de votre document. Donc, on vient de voir la démo avec, vous avez vu toutes les fonctionnalités proposées par le nouveau Disclosure Management de ce CCH Tagetik. Donc, Stéphane, j'imagine que tu as travaillé sur pas mal de projets de mise en place de Disclosure Management. Est-ce que tu peux nous partager avec nous un retour d'expérience sur est-ce qu'il les points d'attention, les facteurs clés de succès ou aussi peut-être les difficultés rencontrées auxquelles
les entreprises doivent faire attention? Alors effectivement, on a quelques retours d'expérience, même si et c'est effectivement un sujet un peu particulier. Tout d'abord, en général, quand on change d'outil, on en profite pour englober beaucoup de transformations, puisque c'est l'occasion de transformer nos processus, nos outputs, notre manière de collecter la donnée. Mais dans un projet de disclosure management, on va en profiter. Cependant, on est, entre guillemets, on peut pas tout révolutionner, tout simplement parce qu'on a des contraintes légales, des contraintes de timing, hein, puisque c'est fait très rapidement, cette publication. Donc il faut trouver comment intégrer de la transformation, tout en se rappelant que de toute façon, on va pas tout changer, parce que le document de référence reste un peu le même chaque année, et on rajoute des morceaux, on fait évoluer, mais on change pas tout. Voilà, c'est trouver comment mettre cette bonne dose de transformation, donc être très clair sur ses objectifs au départ. Ensuite, on a un inventaire très fort à faire, puisque comme on l'a dit, il y a données financières et extra-financières, où on va trouver effectivement chaque donnée. Dans notre outil de conso, on en aura beaucoup. La question c'est, quelles sont les quelques données qu'on a, qui ne sont pas dans l'outil de conso, et comment on va aller chercher et comment organiser les flux. Est-ce que ce sera du manuel, du semi-automatisé, du complètement automatisé depuis un autre outil? Ça, c'est des choses qu'on va définir. Ensuite, pour définir le scope aussi de ce projet. Exactement, oui. Et pour être sûr que l'objectif étant que à la fin, dans la plaquette, doit tout y avoir. Oui. Et donc effectivement, alors évidemment on s'organise, hein, mais on pointe de manière détaillée. Mais effectivement, le but c'est de tout anticiper au maximum pour que le jour J, quand on appuie sur le bouton, on a quelques jours pour faire la plaquette, et elle se fait bien. Et donc effectivement, une fois qu'on a les grandes idées de quelles sont nos sources, après il va falloir descendre sur chaque tableau, chaque ligne de chiffre de la plaquette, et se dire oui, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut, et voilà, le déployer. Et ensuite, et à la fin, évidemment, il y a une partie change management. Alors cette partie-là, le public est quand même moins nombreux qu'il est sur un outil de conso. Hein. Un outil de conso, on peut parler de 2000 personnes. Enfin, de conso reporting, on peut parler de 2000 personnes. Une plaquette, on est sur 20 à 50 parties prenantes. Donc on est quand même sur des processus qui sont un peu moins massifs. Donc la conduite du changement est plus simple, il faut quand même l'anticiper aussi, évidemment. Mais il faut, je pense aussi, organiser un workflow et puis voir comment ces personnes-là, ces 20 à 50 personnes vont se partager le travail, vont collaborer ensemble pour élaborer cette plaquette. Donc justement, et aussi, je pense qu'il faut aussi que ces 20 à 50 personnes définir comment ils vont collaborer ensemble pour que ça soit le plus fluide et efficace possible pour cette période de publication qui est très contrainte en termes de temps. Effectivement, du fait de la sensibilité de la donnée, du fait qu'il y a quand même un certain nombre de personnes, il faut l'organiser. Et effectivement, cette organisation, on va l'avoir à toutes les étapes. Au départ, quand on essaye de voir dans quelle mesure on va quand on fait notre conception et qu'on va voir dans quelle mesure on va transformer ou pas en partie le processus. Et ensuite, on va le voir quand on va le paramétrer ce workflow, et puis ensuite quand on va faire la conduite du changement pour mettre les utilisateurs dans ce workflow. Et enfin, à notre premier go live, quand on va mettre toute l'huile dans les rouages qui vont bien pour faire en sorte que les quelques petits points qui n'ont pas été prévus puissent bien se passer et que la publication sort tranquillement en temps et en heure. Merci beaucoup Stéphane pour ce partage d'expérience et tous ces éléments que tu nous apportes aujourd'hui. Merci, Stéphane. Au revoir. Merci pour l'invitation.